Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine et nous restons dans la thématique de l'ISR, de la finance durable ou de l'investissement responsable puisque nous allons nous poser la question de l'investissement concret avec les critères ESG. Nous en parlons avec Edmond Schaff, gérant de portefeuille chez Sanso Investment Solutions. Bonjour Edmond Schaff. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors c'est vrai que l'ISR, l'ESG, l'investissement à impact, c'est des sujets qui sont d'actualité aujourd'hui dans la gestion patrimoniale, mais également évidemment dans le métier large de la finance. Mais ce n'est pas toujours très clair et très évident de comment concrètement, quand on est gérant de fonds, on investit en prenant en compte ces critères. Vous, concrètement, Edmond Schaff, on l'a vu en première partie, donc il y a cette théorie, il y a cette envie d'investir avec ces critères ESG. Quand ça s'est mis sur la table et qu'ensuite ça arrive sur le bureau du gérant de fonds, mais que lui, il doit faire des choix et gérer une stratégie et assumer une stratégie, qu'est-ce qui se passe concrètement, Edmond Schaff ? Alors, je vais prendre l'exemple de ce que nous faisons, nous, chez Sanso Investment Solutions. D'abord, nous avons en fait une liste de sociétés dans lesquelles il nous est absolument interdit d'investir. D'accord. Ça concerne à peu près un peu plus de 300 entreprises dans le monde. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit d'exclure ces 300 entreprises ? C'est soit en raison de leur activité qu'on juge non compatible avec le développement durable. D'accord. Donc, ça va être par exemple la production de tabac, le charbon sous certaines conditions, si ça représente plus de 30% du chiffre d'affaires et s'il n'y a pas de politique de transition engagée vers les énergies renouvelables. D'accord. Et également, évidemment, les armes controversées. Donc là, en fait, vous pratiquez purement et simplement ce qu'on appelle l'exclusion. Tout à fait. D'accord. Et ça, c'est une liste que vous avez définie vous-même ou c'est Alors, on s'est appuyé sur de la recherche externe et notamment les travaux d'un certain nombre de fonds de pension nordiques et hollandais. D'accord. Et ces exclusions sectorielles sont complétées par ce qu'on appelle des exclusions normatives, c'est-à-dire qu'on va écarter des entreprises qui sont impliquées dans des controverses liées à l'environnement, aux droits de l'homme, à la corruption, etc. Et là encore, ça concerne un certain nombre d'entreprises. Et donc ça, c'est pas forcément des entreprises dont l'activité même les aurait poussées à vous aurez poussé à les exclure, mais c'est dans la gestion de l'entreprise qu'il y a une actualité qui est sortie à un moment qui fait que vous vous dites ces entreprises, on n'y va pas. Tout à fait. Donc vous avez cette liste d'entreprises exclues. Un mot rapidement, là on parle d'investissement durable. Alors effectivement, quand on émet plus de 30%, effectivement, ou quand l'activité est liée au charbon à plus de 30%, on comprend effectivement le lien avec l'environnement. Les armes ou le tabac, il y a un côté évidemment éthique à respecter, mais il n'y a pas de lien direct avec l'environnement pour le coup là. Alors le tabac, il y a un lien direct avec le social quand même, puisque Bien les conséquences du tabagisme en termes de santé publique sont très importantes. Et les armes controversées, c'est une obligation légale, puisque ces armes sont interdites par différentes conventions internationales que la France a ratifiées. Donc on ne peut pas investir dans les producteurs de ce type d'armes. Et alors donc on vient effectivement rappeler qu'il y a ESG, environnement, mais également social et gouvernance. Donc là vous avez cette liste qui est exclue, très bien. Donc là vous n'investissez pas dans ces sociétés. Qu'est-ce qui se passe après pour le reste ? Parce qu'il en reste quand même beaucoup des sociétés. Il en reste en effet énormément. Et là, donc on va s'appuyer sur 3 dimensions pour essayer de sélectionner les entreprises les plus vertueuses du point de vue du développement durable. D'accord. D'abord, on va s'appuyer sur l'activité de l'entreprise. Est-ce que cette activité va contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies ? D'accord, donc ça c'est la base de l'investissement, c'est les objectifs de développement durable des Nations Unies. Un de nos 3 grands piliers de sélection. C'est une des boussoles. Responsable, c'est une des 3 boussoles qu'on a. Il faut combiner les 3, je dirais, ensuite dans la sélection. Et on va avoir des produits qui vont mettre l'accent plus ou moins sur l'une de ces 3 boussoles. D'accord. Donc la première boussole, ça va être les objectifs de développement durable. Donc c'est 17 objectifs qui ont été définis par les Nations Unies en 2015 afin d'essayer de rendre l'économie et la société plus inclusive, plus compatible avec le développement durable à un horizon 2030. Et donc là, en fait, ça a des impacts effectivement sur l'environnement, mais également sur le social. Sur le social, oui, bien sûr. Il y a l'éducation, réduction des inégalités. À travers le monde, accès à la santé, dans le monde entier. Bien sûr, accès à l'eau potable, il y a exactement, tous ces sujets-là. Accès à l'eau potable, à l'énergie propre, transformation des villes, économie circulaire, etc. Donc on va regarder si dans l'activité de l'entreprise, il y a un ou plusieurs métiers qui permettent de faciliter l'atteinte de ces objectifs. D'accord. Donc on va trouver par exemple évidemment des activités comme les énergies renouvelables, l'isolation des bâtiments, le traitement de l'eau, l'amélioration de l'efficacité des réseaux d'eau, le recyclage, le traitement de déchets, mais aussi sur le plan social, le traitement d'un certain nombre de maladies oubliées ou très prévalentes dans les pays émergents, par exemple, ou encore des services liés à l'éducation, etc. Donc une biotech, si elle travaille sur une maladie rare,
globalement, peut correspondre Tout à fait. aux ODD. Potentiellement, oui. D'accord. Absolument. Ok. Absolument. Bon, là, ça reste quand même un nombre assez restreint de sociétés, parce que des sociétés qui ont une raison d'être en lien avec les objectifs de développement durable, c'est quand même pas la majorité. Ou vous allez chercher au sein même des métiers ou que... Voilà, alors on regarde vraiment le chiffre d'affaires en détail, hein. D'accord. Évidemment, il y a des entreprises qui ont plusieurs lignes métiers et qui peuvent avoir un pourcentage de seulement 20 ou 30% de leur chiffre d'affaires qui contribue aux ODD. Donc ça, on regarde en transparence le découpage du chiffre d'affaires de D'accord. l'entreprise. Mais effectivement, vous avez raison. Il y a Là, deux autres boussoles. on écarte des secteurs entiers si on regarde que ça. Bien sûr. Et donc, on a deux autres boussoles. Premièrement, c'est comment se comporte l'entreprise sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance. Donc, D'accord. on essaye de favoriser les bons comportements. Donc, ça veut dire les entreprises qui vont essayer de réduire leurs émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre, D'accord. qui vont gérer leur consommation d'eau pour la limiter, qui vont retraiter leurs déchets. Sur le plan social, on va s'intéresser aux politiques des fournisseurs. Est-ce que l'entreprise s'assure que les droits de l'homme sont respectés sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, par D'accord. exemple? Ok. Donc ça veut dire qu'une entreprise une multinationale qui vend à travers le monde mais qui produit pas forcément en Europe, va être tenue responsable entre guillemets, au moins au niveau de l'investissement et du respect des critères ESG, de la façon dont sont traités les employés d'un fournisseur ou d'un fournisseur de fournisseur de fournisseur tout au début de la chaîne. Oui, potentiellement, bien sûr, on va essayer de regarder l'ensemble de la chaîne de valeur. D'accord. Et ça fait partie d'ailleurs des choses qui sont en train de se mettre en place au niveau européen, d'avoir des obligations pour les entreprises, d'avoir un sourcing responsable de leurs produits. Puisqu'on D'accord. sait que Donc d'aller c'est vérifier facile de elle-même. délocaliser les Bien les sûr. problèmes autre part. Et donc, oui, mais c'est aussi facile effectivement, ou de fermer les yeux quand on sait, mais c'est aussi facile de ne pas savoir. Donc là, ça veut dire que les entreprises doivent se Oui, renseigner en amont sur les entreprises avec lesquelles elles-mêmes elles travaillent. Tout à fait. D'accord. Mais beaucoup le font. Ça se fait vraiment de plus en plus aujourd'hui au niveau des entreprises. Donc ça, c'est notre deuxième boussole. Bien sûr, j'oublie pas la gouvernance, où là, on va regarder les problématiques de corruption, mais aussi de savoir s'il y a une forme d'équilibre des pouvoirs dans l'entreprise, D'accord. avec des séparations de fonctions entre présidence et direction générale, des administrateurs indépendants, la présence de femmes dans les comités exécutifs, etc., pour favoriser la diversité également. Donc et là, c'est les enfin, normes ESG, enfin les critères exactement, ESG. c'est D'accord. les fameuses normes ESG. Et notre troisième boussole, qu'on regarde plus particulièrement, c'est le climat. D'accord. Ok. Et là, le climat, Donc on ça, va c'est un avoir... biais défini par Sanso Exactement, IS, pour le c'est coup. un choix parce que pour nous, c'est un enjeu qui est absolument essentiel aujourd'hui. Si on veut conserver notre niveau de vie, il faut absolument résoudre la problématique du changement climatique. Et donc, on va s'intéresser à des critères spécifiques au climat. Donc, par exemple, la part d'activités qui sont très polluantes, au contraire, la part d'activités qui permettent de favoriser la transition énergétique. Mais aussi, par exemple, combien l'entreprise va émettre de gaz à effet de serre par million d'euros de chiffre d'affaires pour D'accord. avoir une base de comparaison entre les entreprises. Entre les entreprises, d'accord, pour comprendre effectivement qui sont les gros pollueurs et les moins Et gros les pollueurs. moins gros pollueurs au sein d'un même secteur. Avec toujours ce mécanisme de compensation, ou pas forcément? Alors, non, pas forcément. Non, D'accord. non, pas forcément de compensation. L'idée, là aussi, c'est de regarder l'ensemble de la chaîne de valeur. Techniquement, c'est ce qu'on appelle les scopes 1, 2 et 3, donc les émissions directes et indirectes de l'entreprise. Donc là encore, les émissions des fournisseurs sont prises en compte. D'accord. Parce que là encore, c'est très facile de dire j'ai une activité très polluante, très bien, je m'en sépare, je la sous-traite. Du coup, ça se voit plus dans mes Du coup, c'est émissions plus chez directes, moi, mais c'est quand même toujours mon activité. mais c'est quand même Ouais, c'est toujours ça. mon activité qui D'accord, génère ouais, je ces comprends. émissions. Donc là aussi, on le prend en compte. Et voilà, c'est sur la base de ces trois dimensions, on va essayer de chercher des bons élèves. D'accord. Et on en trouve du coup? Et on en trouve, bien sûr, oui, on en trouve. Alors après, voilà, comme je le disais, on a des produits qui vont être généralistes sur les trois dimensions Bien sûr. et des produits qui vont prendre en compte deux dimensions et ensuite mettre encore plus l'accent sur une troisième. D'accord, ok. Donc quand vous dites des produits, c'est des fonds voilà, du coup, des qui vont OPCVM, investir. tout simplement. Et donc chez Sanso IS, alors là pour le coup c'est spécifique à vous. Vous avez quoi? Vous avez des fonds spécifiques sur, comme vous le disiez, plus les critères ESG ou autres, ou c'est quand même une démarche un peu globale? Alors, c'est une démarche d'abord globale. Aujourd'hui, 80% de nos encours sont concernés par la politique responsable que je viens de vous décrire. D'accord. Et ensuite, effectivement, alors par exemple sur l'ESG, on a été les premiers à lancer un fonds, donc action, mais market neutre. D'accord. C'est-à-dire qui vise à capturer la différence de performance entre les entreprises les plus vertueuses sur le plan ESG et le marché dans son ensemble.
Alors, question un peu provocatrice, mais quand on parle de ESG et qu'on parle à des gens de la finance ou des entreprises, on a l'impression que tout le monde en fait depuis très longtemps tout d'un coup, ou tout le monde est les premiers sur un secteur ou sur un autre. Vous, comment vous vous positionnez là-dessus? Donc, ça fait combien de temps, par exemple, chez Senso.is que vous en faites? Alors, chez Senso.is, on en fait depuis la création de Senso.is, donc ça D'accord, remonte à 2017. C'était la fusion de 3 entités qui ont donné naissance à cette structure. Une des 3 entités à laquelle j'appartenais avait un ADN ISR très fort, puisqu'on en faisait depuis 2012. d'accord. Et moi, personnellement, je suis impliqué dans ce sujet-là depuis le début de ma carrière, il y a 15 ans. D'accord. Donc, je n'étais pas le premier, mais je ne suis pas le dernier non plus, je pense. Voilà. Et alors, très concrètement, on trouve les entreprises, mais on investit dans quoi? Est-ce que, par exemple, parce que c'est la question qu'on peut se poser, ESG, c'est environnement, social, gouvernance. Alors, vous nous avez dit que c'est une seule des 3 boussoles, donc complètement, enfin, on peut faire les arbitrages avec une ou 3 des boussoles, mais quand on a ESG, on peut se dire, bon, bah, certains vont mettre l'accent plus sur le S, d'autres plus sur le G, d'autres plus sur le E, et on va quand même avoir ce tampon ESG. Vous, concrètement, vous investissez dans quelles entreprises, par exemple, sans donner, enfin, je ne sais pas si vous avez le droit de donner de noms d'entreprises ou pas, mais peut-être des secteurs d'activité ou des Alors, activités précises? je peux vous donner des noms d'entreprises qui font partie de notre univers investissable, c'est-à-dire des entreprises voilà, qui ont Vous un pourriez bon le faire, profil. d'accord, Voilà, on ouais. pourrait le faire et je ne vous dis pas si on le fait ou pas. Et peut-être qu'on le fait dans certains fonds et pas dans d'autres. D'accord, Parce ok, qu'évidemment, bien sûr. l'intérêt d'avoir plusieurs fonds, c'est qu'ils soient différents, sinon ça n'a pas grand Bien sûr, intérêt. ouais, ouais, bien sûr. Donc, par exemple, si on regarde la dimension ODD, on peut penser sur l'environnement à des entreprises comme Vestas, qui est un des leaders mondiaux de la production de turbines éoliennes, D'accord, ouais. AQO Énergie aussi, qui est une entreprise française qui développe des parcs, des sites de production d'électricité à partir Bien d'énergie sûr, donc renouvelable un peu l'énergie partout dans le électrique, monde. d'accord, Voilà, ouais. électricité renouvelable. Wienerberger, c'est une entreprise autrichienne qui fabrique des matériaux de construction très efficaces énergétiquement, D'accord, bien par sûr, exemple. ouais. Ensuite, on peut penser, si on va de l'autre côté de l'Atlantique, on a un bon exemple, c'est Xylem, qui est une entreprise dans l'eau qui permet d'améliorer la qualité des infrastructures en eau et de limiter les fuites, etc., grâce à leurs équipements. D'accord, On peut penser dans le domaine de la santé à Illumina, qui est une valeur qui est impliquée dans le séquençage de l'ADN. Donc là, ça permet notamment de développer des nouveaux traitements, etc., de faire baisser aussi les coûts de la santé, de personnaliser les traitements. Icon, c'est une entreprise britannique qui est en fait un sous-traitant de l'industrie pharmaceutique et qui s'occupe de tous les tests, les fameux tests de phase 1, phase 2 et phase 3 quand vous développez des nouveaux médicaments. donc on voit Voilà. effectivement qu'il y a un certain nombre Il y a d'entreprises un que vous vivier qui arrivez est à quand même identifier. assez Et riche. il y a un vivier assez large. Il y a un risque quand même, c'est le risque de greenwashing. Ça peut concerner les professionnels de la finance ou tout simplement les entreprises en elles-mêmes. Comment est-ce que quand on veut investir avec du coup les normes que vous nous avez données, les critères, les contraintes que vous vous mettez du coup pour investir de manière durable, comment est-ce qu'on fait pour éviter le greenwashing? Alors, c'est vrai que la tentation du greenwashing, elle existe, puisque, par exemple, nous, dans le domaine financier, comme vous le disiez très justement, tout le monde s'y met. Hein, Et tout le monde y est comme tout le par monde hasard se depuis met à très faire longtemps. de l'ESG, tout le monde y est comme par hasard depuis très longtemps. Et donc, il y a une tentation un peu de surenchère vis-à-vis de la vertu de nos produits. Donc, nous, on essaye d'être extrêmement disciplinés là-dessus. Hein. Moi, j'insiste beaucoup pour ça au niveau de nos équipes commerciales. Et je pense que ça fait vraiment partie, éviter le greenwashing, de notre mission. Être socialement responsable, c'est aussi avoir une forme d'éthique dans la gouvernance et donc ne pas survendre les produits. Et je pense que ça, c'est vraiment apprécié aussi par les clients, c'est-à-dire d'avoir une forme d'humilité et de sincérité dans la façon dont on présente les choses. Ça joue en notre faveur. Et ce n'est pas le greenwashing qui va jouer en Et notre alors, faveur. pour conclure, le rendement qu'on peut attendre quand on fait de l'ESG, il faut qu'on s'attende à ce qu'il diminue avec le temps parce que les investissements sont plus conséquents au niveau des entreprises? Alors non, pas du tout. Moi, Alors, déjà, le rendement, il est fonction de la classe d'actifs que vous choisissez. Hein, Bien que ce sûr, soit ouais. ESG ou non ESG, si vous prenez des actions, vous aurez un risque action qui va être quand même sensiblement le même. Ensuite, moi, je suis absolument convaincu, et c'est quand même l'opinion qui prévaut, qu'il n'y a pas de coût d'investir en prenant en compte les critères ESG. C'est-à-dire qu'on peut attendre au moins la même performance qu'un investissement classique du même type, et même certainement, à mon avis, une performance plutôt meilleure. C'est pas pour rien qu'on a développé ce fonds dont je vous ai parlé brièvement tout à l'heure, qui cherche à capter finalement la différence de performance entre les entreprises vertueuses et la moyenne. C'est parce que finalement, les entreprises qui prennent, en fait,
Pourquoi prendre en compte les enjeux ESG aujourd'hui pour une entreprise? C'est parce que ça va vous éviter des coûts dans le futur, en fait. Vous imaginez permet bien que sur d'anticiper certains risques. l'environnement, sur la D'accord. pollution, les réglementations vont aller en se durcissant considérablement. Donc il vaut mieux être prêt. Donc Et il vaut mieux l'anticiper, être prêt aujourd'hui que d'avoir à supporter les coûts dans 10, 15, enfin 5, 10, 15 ans quand ça va arriver. Merci beaucoup Edmond Schaff de nous avoir expliqué concrètement ce qui se passe quand on est gérant de portefeuille et qu'on veut investir avec cette volonté donc du coup d'investir durable. Alors avec les critères ESG où on parle également d'investissement responsable, c'est peut-être des réalités différentes mais c'est quand même la même démarche à la fin. Edmond Schaff, je rappelle que vous êtes gérant de portefeuille chez Sanso Investment Solutions. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.